Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. C'est la première fois que je fais une vidéo aussi tard, il doit être 21h30 et vous pouvez voir qu'il fait encore bien jour. Malgré un temps très pluvieux, voilà, vous voyez certainement que c'est des nuages de pluie, c'est un temps grisâtre, maussade, ça fait quelques jours qu'il ne fait que pleuvoir. C'est bien et pas bien à la fois, comme je l'ai dit, ça permet aux légumes de pousser, vous n'avez pas besoin d'arroser. Donc voilà, ça c'est un avantage. Après, quand on a une terre argileuse comme par chez nous, trop d'eau, c'est pas terrible non plus. Mais ce qui est bien, c'est qu'il va encore faire jour au moins pendant une demi-heure, ce qui n'est pas forcément le cas en hiver, où là, à 21h30, il fait nuit, nuit noire et on est couché pour certains. Et c'est là que c'est bien pour nous, jardiniers amateurs ou professionnels, parce que si vous travaillez dans la journée, eh bien, vous n'avez pas le temps de vous occuper du jardin, du potager, et vous savez très bien qu'il y a beaucoup de travail. Peu importe la taille de votre jardin, il y a toujours quelque chose à faire. Et des journées longues comme en été notamment, eh bien, ça vous donne l'occasion d'aller profiter du jardin, d'aller ramasser vos légumes, d'aller arracher quelques herbes. Eh bien, le soir, voilà, c'est apaisant, vous vous reposez et puis vous décompressez certainement du boulot pour ceux qui rentrent du boulot assez tard. Donc voilà, des journées longues, c'est franchement cool. Et pour nous maraîchers, c'est encore mieux. On peut travailler plus longtemps. Oui, alors pour certains, ça peut paraître bizarre de dire qu'on aime travailler plus longtemps, mais c'est juste qu'il y a des choses à faire au jardin et que plus tard, on peut travailler mieux. En plus, qu'en fin de journée, on va travailler à des températures plus fraîches. Bon, en ce moment, c'est pas trop le sujet puisque on a du vent, on a de la pluie, donc voilà. Mais en été, en général, il fait chaud globalement. Et quand il y a des après-midi où il peut faire 35 degrés jusqu'à parfois 40 lors des canicules, euh, c'est vrai qu'on aime bien travailler en fin de journée quand ça se rafraîchit un petit peu et éviter d'aller trop au soleil. Donc c'est parfait ces journées longues. Alors certains d'entre vous se posent peut-être la question de qu'est-ce que je peux planter pour préparer mon potager pour l'automne et l'hiver, notamment les choux, parce que les choux c'est quelque chose qu'il faut préparer à l'avance. Vous savez que ça met du temps à pousser et qu'il faut le planter assez tôt. Eh bien c'est ce dont je vais vous parler. Alors avant cela, abonnez-vous à la chaîne si le contenu vous plaît et mettez un pouce vers le haut si vous aussi vous avez un potager et que vous essayez de faire pousser des choses chez vous. Alors désolé pour la qualité de l'audio, mais je me rends compte qu'à chaque fois que je filme dehors dans mon jardin, il y a toujours du vent, mais toujours, ça s'arrête jamais. Donc désolé, voilà, vous ferez avec. Alors là, ce sont des choux que nous avons semés il y a quelques temps, qui sont déjà bien sortis, donc on a un peu de tout, ce sont différentes variétés, donc on va avoir du chou-fleur, du brocoli, du chou rouge, du chou vert, du chou blanc, voilà. Et là, les derniers semés, donc les semis ont tous été réalisés par mon père, donc il faut savoir que je travaille sur l'exploitation de mon père, qui est maraîcher depuis longtemps, depuis 40 ans. C'est l'exploitation que je reprends, donc voilà, tout ce boulot, je ne le fais pas tout seul, évidemment, pour ceux qui se posaient la question, loin de là. Donc il y a évidemment mon père qui travaille énormément, et puis qui apporte beaucoup de connaissances grâce à sa longue expérience dans le maraîchage. Donc là, pour le coup, les choux, c'est lui qui s'occupe des semis, parce que eh bien, ça demande une certaine rigueur et une certaine connaissance aussi des différentes variétés qu'on va pouvoir utiliser pour l'échelonnage, c'est-à-dire pour pouvoir les planter et les récolter à différents stades. Donc ça demande beaucoup de précision et surtout de connaissances sur les variétés. Surtout pour les choux-fleurs, on va avoir des choux qui vont arriver en automne, milieu de l'automne, ensuite fin de l'automne, puis début de l'hiver. Voilà, c'est toute une rotation qui se fait pour ne jamais être en manque. Alors nous, dans le cas d'une récolte, voilà, c'est très important dans une cas de récolte pour la vente, mais pour vous aussi, si vous comptez par exemple consommer des choux-fleurs toute l'année, eh bien vous pouvez voir un petit peu toutes les différentes variétés qui vont exister sur le marché. Alors après, je ne vais pas forcément vous conseiller des variétés. Voilà, tout dépend de votre sol, de votre région climatique. Tout va dépendre aussi de vos préférences. Donc si ça vous intéresse qu'on fasse des revues de variétés qu'on peut trouver dans le commerce pour particuliers, des variétés que ce soit hybrides ou traditionnelles, dites-me le en commentaire. Voilà, peut-être que je le ferai si ça vous intéresse. Donc voilà les choux que là du coup on sème en pépinière. C'est-à-dire on les sème assez épais, vous pouvez voir. Ils vont pas rester là évidemment. Donc ce sont des choux qui, quand ils seront assez grands, quand ils auront poussé, certainement de cette taille-là ou plus ou moins en fonction de la variété, que nous allons replanter indépendamment sur des planches de culture, avec évidemment une distance entre chaque qui leur permettra de se développer. Alors tout dépend des choux évidemment, vous allez les planter à différentes distances en fonction de la variété, ça peut aller de 50 à 80 cm. Donc je vous montrerai tout ça le moment venu.
Alors, je vous ai déjà parlé des attaches biodégradables que je voulais tester pour les tomates. Alors, il faut savoir qu'avant, j'utilisais ce même genre de rouleau, mais en plastique souple qui va s'étirer avec quand la tige va grossir. Donc, c'est franchement pratique, c'est résistant, très costaud, ça résiste en extérieur au vent et tout. Donc, ça tient vraiment et au poids des tomates. Donc, ça tient vraiment très très bien. Mais voilà, ça a l'inconvénient d'être en plastique, donc difficilement recyclable et surtout, c'est quand même pas l'idéal de foutre du plastique dans la terre. Donc comme je l'avais déjà dit, je vais tester ceci. Donc ça c'est un amidon de pommes de terre. Donc voilà, ça ressemble à du plastique, ça a la texture du plastique, sauf que c'est biodégradable. Ça se dégrade assez vite dans la terre. Donc espérons que ça se dégrade pas trop vite justement en tant qu'attache, parce que le principe c'est que ça tienne. Alors pour les avoir essayés, c'est franchement sympa, ça marche très très bien. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, ça fonctionne tout simplement avec une pince à lier. Alors, je vous invite à aller voir un petit peu sur la chaîne les vidéos que j'ai pu faire auparavant. Donc, on est sur des bandes beaucoup plus étroites par rapport aux autres. On a perdu quelques millimètres en largeur. Cependant, on a gagné une dizaine de mètres en longueur. Donc, on est sur des rouleaux de 30 mètres. Donc là, c'est franchement économique. Et donc, reste plus qu'à voir la résistance sur le long terme. Bâche biodégradable qui est ultra pratique. Sur laquelle mon père a planté des betteraves. Alors les betteraves, il faut qu'on en parle parce que beaucoup me posent la question, faut-il couper ou non les feuilles quand on les repique? Alors, à quoi ça sert et quel est mon avis sur le sujet? Alors il faut savoir que la betterave est semée en pépinière et est ensuite repiquée. Lors du repiquage, eh bien on a coupé les feuilles, donc il faut savoir que ça a de grandes feuilles, par évapotranspiration, c'est-à-dire qu'elles transpirent, surtout la nuit mais également le jour, ce qui permet de créer une aspiration pour la montée de la sève. Et le problème c'est qu'avec de fortes températures comme en serre ici dessous, elles vont avoir tendance à beaucoup transpirer et donc perdre beaucoup d'eau. Le problème étant que ces betteraves tout fraîchement repiquées n'ont pas encore pris racine en terre, donc ne sont pas capables d'absorber de l'eau par les racines. Alors c'est pour ça qu'il faut au maximum limiter leur déshydratation si on veut qu'elles reprennent correctement. Elles devraient prendre racine assez vite, mais avant cela, il faut s'assurer qu'elles ne dessèchent pas, qu'elles ne dépérissent pas. Et c'est pour ça que couper les feuilles peut être une bonne idée. Alors ça peut être une bonne idée, voilà, par forte température, par forte chaleur. Ensuite, ce n'est pas, je pense, indispensable pour les betteraves au printemps, en début de saison, ou par des températures qui sont déjà humides ou pluvieuses. Là, vous n'êtes pas obligé de les laisser, parce que l'inconvénient, c'est que ça va retarder un petit peu la croissance. Les feuilles sont les panneaux solaires, permettent de la photosynthèse, donc de créer de l'énergie pour les plantes. Et en leur coupant les feuilles, eh bien, vous les privez un petit peu d'énergie, donc elles vont pousser peut-être un peu moins vite et ça va être un peu retardé. Donc voilà, c'est un compromis à trouver. Mais là, dans des conditions comme aujourd'hui, où il fait quand même relativement chaud, même avec un temps aussi pourri, eh bien, il vaut mieux couper les feuilles. Voilà, lors du repiquage. Ne vous en faites pas, ensuite ça va repousser sans problème assez vite. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, passez une excellente soirée et n'oubliez pas de recommander mes vidéos à vos proches, de les partager aux personnes que vous connaissez qui ont du jardin, qui ont un potager, qui essaient de faire pousser des légumes. Ça pourra peut-être les aider et leur donner quelques conseils. Adi chats!